Notre feu sacré aujourd'hui s'appelle Luc Hamzavi. Enfant des cultures orientales et occidentales, de double appartenance musulmane et chrétienne, comment cet homme de culture et de bien a consacré sa vie à guider ses élèves sur le chemin de la réussite? Quels sont ses secrets? Quels sont ses rêves? Bonjour Luc. Bonjour Viviane. Alors vous êtes professeur à l'École internationale de Genève. Nous sommes ici dans les locaux de l'École Int, puisqu'on l'appelle comme ça à Genève. Voilà. C'était votre vocation au départ d'être professeur? Franchement non. Au départ, astrophysique théorique. Et puis ensuite, bon, les aléas de l'existence, des rencontres, et puis l'intérêt, la passion qui a pris le dessus. Est-ce que vous diriez que votre vie a été une série de hasards et de rencontres? Ah, certainement. Et je dirais de hasards dont j'ai pu et su bénéficier. Luc Hamzavi porte en lui depuis toujours des valeurs pour le moins internationales. Né d'un père iranien et d'une mère italienne, ce jeune voix d'adoption s'est toujours passionné pour le multiculturalisme. Une ouverture au monde doublée d'une infinie tolérance qui a toujours fait de Luc Hamzavi un personnage apprécié et respecté. Le prototype du bon camarade. Le type qui vous sort de la merde quand vous y êtes. Ajoutez à ça l'attention aux autres que développe aussi l'immigration, parce que quand vous êtes minoritaire, voilà, et ben à mon avis, c'est pas étonnant qu'il s'en soit sorti, quoi. Après avoir entrepris des études de diplomatie, Luc Hamzavi intègre il y a 20 ans l'École internationale de Genève comme professeur stagiaire. Aujourd'hui responsable de l'orientation de tous les élèves de l'établissement, ses collègues voient en lui un directeur de guidance atypique, à la fois insaisissable et omniprésent. Insaisissable parce qu'il est toujours difficile de trouver, et puis omniprésent parce qu'il est toujours là quand on a besoin de lui. Je dirais que c'est l'abbé Pierre de la pédagogie, mais sans béret, sans canne et sans cap. Quel petit garçon étiez-vous et est-ce que vous pensez que votre enfance et la façon dont vous avez été élevé vous ont prédisposé à cette attention aux autres? Bon, j'ai été un petit enfant, un petit garçon très heureux. J'ai eu la chance d'avoir des parents dont j'ai été le fils unique, donc qui m'ont gâté, qui m'ont permis de développer mes propres intérêts, le principal ayant été la lecture. Et puis, très tôt, j'ai été quelqu'un qui dormait peu, qui lisait beaucoup, qui parlait beaucoup, qui adorait discuter. Et je pense qu'effectivement, c'est ce que je retrouve aujourd'hui. Je suis quelqu'un qui reste tard le soir, qui adore lire et qui adore discuter. Et puis, bon, j'ai eu des parents qui étaient nettement plus âgés, c'est-à-dire que j'ai eu une relation avec eux qui n'était pas une relation, on va dire, peut-être aussi camarade que ce qu'on peut avoir aujourd'hui fréquemment. Là, c'était une relation qui était déjà en fait plus adulte, donc déjà plus mûre peut-être. Je crois que ça a contribué à développer chez moi un sens de l'écoute éventuellement. Et donc, vous étiez un petit garçon qui travaillait bien? Petit garçon qui va à l'école, qui adore aller à l'école, qui en redemande très vite. Donc après une semaine à l'école primaire, j'en avais pas assez. J'avais que les matins, je voulais avoir les après-midi. Vous étiez à l'école publique? J'étais à l'école publique. Ensuite, une scolarité qui se déroule bien, toujours dans les premières classes, bon, jusqu'à l'accro en fin de cycle d'orientation. Donc là, 14 ans? Là, 14 ans, le coup de barre absolu, l'inquiétude, la peur éventuellement de ne pas rentrer au collège, de ne pas savoir quoi faire. C'était psychologique ou c'était une difficulté dans les études proprement dites? Je crois très franchement, simplement, il y a le côté l'âge. Pour les garçons, c'est vraiment l'âge bête et j'y suis passé en plein. Et puis, bon, c'est aussi la deuxième fois où mon père était complètement ruiné. Racontez-moi ça, Luc. Mon père était quelqu'un d'adorable, d'une énorme naïveté, qui avait souvent de très bonnes idées et dont la spécialité était de se faire rouler en affaires. Et donc j'ai eu l'occasion de voir l'appartement vidé par les huissiers, ce genre de choses-là. Une épreuve, ça, pour un jeune. Très désagréable. En même temps, j'ai eu la grande chance que mes parents me considèrent, bon, la première fois j'étais trop petit, mais ensuite la deuxième fois j'avais 11-12 ans, me considèrent comme suffisamment adulte pour partager ça avec moi. Donc ça n'a pas été, on n'a pas essayé de me cacher la vérité, on n'a pas essayé de me dire que c'était quelque chose de passager, on m'a expliqué ce qui s'était passé. Mais je pense que malgré tout, malgré ce côté très adulte dans la gestion de l'événement, malgré le fait que moi, en apparence, je l'avais bien accepté, ça a eu un impact. Est-ce que vous pensez qu'elles vous ont rendu plus fort? Sans aucun doute. Je pense que principalement, d'une part, ça a développé une solidarité familiale que je pense assez exceptionnelle. Peut-être même excessive, en fait, à certains égards. Et au bout du compte, ça m'a permis aussi de relativiser les biens matériels.
Un des éléments, c'est lorsqu'on a préparé cette émission, justement, on m'a demandé est-ce que vous avez des photos, des choses. J'ai pratiquement rien. Et en revenant sur moi-même, justement, en revenant sur mes pas, j'ai constaté à quel point j'avais appris à ne... Même si je peux apprécier la nostalgie en tant que telle, mais en tout cas à tourner une page définitivement. Et je crois que c'est une des choses que j'ai apprises, c'est tourner les pages définitivement. Lorsque Luc Hamzavi désire se replonger dans ses souvenirs d'enfance, l'homme a pour habitude d'aller flâner dans les rues de la vieille ville. Une façon pour lui d'évoquer ses racines genevoises, mais surtout son Genève à lui. Donc là-haut, 3e étage, c'est l'appartement de mes parents. Des parents très patients, qui supportaient un gamin qui était debout à 2 h du matin pour parler politique, sans y comprendre rien. Des masses de bouquins, des masses de bandes dessinées, des tonnes de maquettes, les petits pas de ma mère et les cadeaux de mon père. En résumé, c'est vraiment ça. Et puis, bon, le fait que, à l'époque, ici, c'était comme un petit village. L'école juste à côté, les distractions à 5 minutes, tous les copains dans le quartier, c'était... Ouais, c'est vraiment un village. Donc là, c'est l'école Saint-Antoine. C'est l'endroit où j'ai presque entamé ma scolarité. C'est l'endroit où j'ai dit un jour, très tôt, première semaine à mes parents, pourquoi c'est seulement le matin, donnez-moi l'après-midi aussi. Et je pense que le virus est là, est né là. Voilà, ici on venait jouer. Et puis c'était un endroit que j'adorais aussi parce que juste à côté, il y avait la bibliothèque municipale. Et assez rapidement, je crois que j'ai épuisé le rayon enfant. Et je crois que j'étais un des plus jeunes ou le plus jeune à avoir la carte du rayon adulte. Mais j'ai passé des heures là-bas. Puis bon, c'est un endroit qui a une belle vue aussi déjà. Avec la cathédrale derrière. Quand j'étais à l'université, on devait remplir quelle est votre nationalité, votre origine, etc. Et j'ai un prof de Sciences Po, qui s'appelle M. Gasteiger, qui a réagi un jour devant tout le monde parce qu'on avait rempli le formulaire et moi j'avais marqué Genevois. Si je devais me définir, ce serait ça, en un mot, ce serait ça. Luc, où sommes-nous ici? C'est ce qu'on appelle le théâtre grec. Ça a été construit par les élèves il y a une 50aine d'années. Et c'est l'endroit où se déroulent chaque année les promotions de l'école. Je voudrais revenir à vos parents, cette double appartenance culturelle, cette double religion, donc religion catholique, religion musulmane. Vous avez vécu ça comment? Pendant très longtemps, je n'ai pas vraiment fait attention. Jusqu'à ma première communion, ça s'est passé de façon très naturelle. Après ma première communion, il y a eu la première rupture. C'est-à-dire que j'ai été amené à préparer la confirmation. Et là, je suis tombé sur un nouveau curé. Et j'ai été obligé d'inventer quelque chose à lui confesser. Je me suis dit, c'est pas possible. Comment est-ce qu'une religion peut me demander d'être honnête, de ne pas mentir, et en même temps nous a fait sentir qu'on devait confesser quelque chose. Et comme en même temps, la seule personne de la famille qui allait régulièrement à la messe était ma grand-mère maternelle, qui, disons, ne déchaînait pas les passions amoureuses, la rupture s'est faite en douceur. Et puis ensuite, au fil de mes lectures, j'ai fini par découvrir, on va dire, réellement le côté musulman. Ça a été des premières lectures de type philosophique. Et là, j'ai été pris par ça. Vous pratiquez le ramadan? Je pratique le ramadan, pas du tout pour sa connotation religieuse, plus comme exercice. L'avantage, ne le faisant pas de façon religieuse, c'est que si je dois tricher, je me permets de tricher. Et d'un autre côté, on se sent très très bien pendant qu'on le fait. C'est un moment de l'année où on est beaucoup plus serein et en fait beaucoup plus disponible pour les autres. Et puis accessoirement, moi qui ne suis pas très groupe, qui ai tendance à être plutôt dans mon coin, à être individualiste de ce point de vue-là, le sentiment de faire quelque chose en même temps qu'1 milliard d'autres personnes, c'est agréable. Donc, double appartenance aussi sur le plan culturel. Tout à fait. Très fier d'être à la fois italien et iranien. Mon pire cauchemar, ce serait que les deux équipes se rencontrent un jour en Coupe du Monde de football. Mais bon, si c'est en finale, ça va. Maintenant, en fait, le côté iranien est beaucoup plus présent aujourd'hui, et parce que mon nom de famille fait qu'il y a peu d'ambiguïté. En même temps, mon contact avec le monde iranien est rendu plus difficile par le fait que ma maîtrise de la langue, par exemple, est très très imparfaite. Alors qu'avec le côté italien, c'est beaucoup plus présent. D'abord parce que l'Italie est beaucoup plus proche, donc j'y suis allé plus souvent. Ensuite parce qu'ici, il y avait une communauté italophone, et donc c'est de ce fait plus présent. Luc, donc tout ceci vous a en quelque sorte préparé à être professeur à l'école en quelque sorte, parce que dans ce multiculturalisme, vous vous retrouvez ici avec les 100 nationalités des élèves. Pour moi, c'est un endroit où je me sens naturellement à l'aise.
Et puis, je pense aussi que le fait que j'ai cette appartenance multiple me permet d'avoir un meilleur contact avec davantage de personnes. Là, je comprends aussi bien une perspective occidentale fondée, on va dire, sur l'idée que l'école sait, mais qu'en même temps, on regarde un œil critique sur elle et que la performance est importante, qu'un œil très oriental qui met l'accent sur la réussite ultérieure. Ce qui est important, c'est qu'il faut que mon fils réussisse dans la vie. Et donc tout ça, ça m'amène effectivement, je pense, à être à l'aise avec la plupart de mes interlocuteurs. Maintenant, Théorie de la connaissance, économie et dans cette classe, cours d'histoire, à l'École internationale de Genève, le professeur Hamzavi multiplie les casquettes pour le plus grand bonheur de ses élèves. Confirmation avec M. Hamayed, directeur pédagogique de l'établissement. C'est vraiment le prototype de ce qu'on peut appeler un bon prof. Parce que les élèves sentent en lui d'abord un éternel étudiant, c'est-à-dire quelqu'un qui lit énormément, qui se documente énormément, qui est ouvert sur le monde et qui est toujours à l'écoute. Ensuite, parce que chaque fois qu'ils ont besoin de lui, il est toujours là. Et surtout parce qu'il a du plaisir, un plaisir sincère à être avec eux. d'autre part, on va un peu parler contexte propagande, choses comme ça, puisqu'on aborde la révolution russe. Et ce qui est très bien, c'est que j'avais préparé quelque chose comme quand on est Madame Mackenzie, et la clé USB a légèrement foiré, donc je vais improviser quelque chose maintenant. Alors évidemment, ça manque peut-être de la rigueur classique, mais en même temps, c'est ce qui plaît aux élèves, c'est le fait que l'histoire devient vivante, et avec lui, l'histoire est vivante. Et j'aimerais que vous essayiez d'imaginer l'homme parfait, ou la femme parfaite. Mais pas au sens... pas au sens, est-ce que Jennifer Aniston a les plus belles jambes d'Amérique ou pas? Même si parfois on a l'impression qu'il y a un manque d'autorité, au final ça donne quelque chose de beaucoup mieux, donc c'est ça qui compte. Pour nous, ça c'est un cours d'histoire pour nous. Parce que l'histoire c'est aussi le dialogue. Alors que dans d'autres écoles où il faut s'asseoir, se taire, croiser les bras et puis prendre note, ça sert pas à grand chose. Là on prend presque du plaisir des fois à venir à ces cours. Alors comment tout ça a commencé? Racontez-moi. Au départ, c'était simplement j'étais celui qui aidait les autres à l'école, les cours de maths, quelque chose comme ça. Ensuite, ça a été un choix de direction astrophysique théorique. Je me suis rendu compte que je tombais dans un univers extrêmement sec, de gens qui étaient, entre guillemets, monomaniaques, avec tout le respect que je leur dois. Une histoire d'amour qui m'attire vers les sciences politiques. Le choix de faire une thèse doctorale, me lancer dans des grands travaux très intellectuels. Et puis la rencontre avec l'école. Cette école. Donc l'école internationale de Genève. À l'égard de laquelle j'avais tous les préjugés de quelqu'un qui venait du collège Calvin, évidemment. Donc l'école de riches, l'école de gens pas intéressants. Et puis un coup de foudre, je pense, réciproque entre l'école, moi, les élèves. Et depuis, ça continue. Et alors aujourd'hui, vous êtes professeur d'histoire, professeur d'histoire de la connaissance aussi. Théorie de la connaissance, oui. Comment vous définiriez ça? La théorie de la connaissance, c'est simplement, pour moi, c'est un cours d'esprit critique. C'est apprendre à réfléchir bien et mieux. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on est confronté dans la vie à beaucoup de messages, beaucoup d'informations. Certaines de ces informations sont erronées, parfois de bonne foi, parfois de mauvaise foi. Et puis, je pense que c'est un cours qui est destiné à ça, fondamentalement, qui doit vous permettre de devenir vous-même. Quel âge ont vos élèves, Luc? En moyenne, entre 16 et 19 ans. Ce sont déjà des grands, donc. Des grands, oui. Donc vous les récupérez à un âge, ils n'ont pas déjà été un peu formatés par leurs expériences précédentes? Si, c'est la partie à la fois la plus intéressante et la plus difficile, en fait. Il y a ceux qui sont déjà, disons, qui ont la chance d'avoir été bien formatés. Il y a ceux qui ont des réactions de rejet à l'égard de l'école, à l'égard des administrations, des adultes. Donc il y a ce plaisir, justement, de leur réapprendre le plaisir d'apprendre. C'est une jolie formule, ça, réapprendre le plaisir d'apprendre. C'est-à-dire que j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir moi aussi une période difficile dans ma scolarité et de tomber sur une vice-directrice qui m'a donné ma chance. Et j'ai fini la première année du collège en première classe. Et j'essaye en fait de retransmettre ça aux autres. C'est juste un parcours. J'ai pas vraiment une recette, j'ai pas vraiment... mais j'aime bien voir les autres réussir là où j'ai réussi. Ce sont des élèves de niveaux différents. Certains sont de bons élèves au sens classique du terme, d'autres de mauvais élèves. Tout à fait. Alors, comment intervenez-vous là? Alors d'abord, je dirais qu'il y a un mot que j'ai banni, qui est le mot cancre. Pour moi, le cancre, c'est une abstraction. C'est quelque chose qu'on trouve dans les romans.
Mais essentiellement, la réalité, c'est qu'on a des élèves qui sont tombés sur le mauvais prof de maths à un moment donné, qui sont tombés sur la mauvaise structure, qui n'ont pas eu la chance d'avoir le bon soutien. Et aussi, bon, il y a des élèves qui sont faits, entre guillemets, pour un système très académique, d'autres pour quelque chose de moins académique. Mais je ne crois absolument pas à la notion de cancre. Il suffit souvent de très peu de choses. Et je dirais que ma première expérience de ce point de vue-là, c'était quand j'étais simplement à l'école secondaire et j'aidais les autres en maths. J'ai toujours réussi. C'est absolument idiot à dire, mais j'ai toujours réussi. Et c'est là que probablement s'est forgé cette conviction en moi que personne n'est nul en maths. La notion de boss des maths, pour moi, elle n'existe pas. J'aurais aimé vous rencontrer quand j'étais jeune. Hamzavi Lorenzi. Rencontre imprévue avec le journaliste vedette Massimo Lorenzi. Près de 20 ans que les deux hommes ne se sont pas revus, lycéen à l'époque avec Luc Hamzavi, Massimo a pourtant été l'un des tout premiers à bénéficier des connaissances de son brillant camarade de classe. Lui était très bon. Lui était très bon footballeur. Moi, j'étais plutôt bon en gymnastique qu'en mathématiques, en physique et tout ce genre de choses horribles. Et il me sauvait régulièrement en me donnant des cours privés, particuliers dans les bistrots du village, là, enfin du bled, de la vieille ville. Il me disait, viens, bon, je t'expliquais. Donc, on rattrapait en quelques heures intensives, parfois un trimestre. Et en plus, bon, on s'en fout, il y a prescription, il m'a aidé à tricher parfois en classe. Je le vois encore lui dire. Et il me disait, autrement dit, t'inquiète pas, il faut simplement choisir le bon moment et tu auras l'information. Et moi, j'ai eu plusieurs fois juste la moyenne parce qu'il m'a aidé à tricher. Voilà. Alors revenons à ces élèves qui ont la chance de vous avoir rencontré ici à l'École internationale de Genève. Dans la vie de tous les jours, ça se passe comment avec eux? Ils ont appris à supporter mes retards. Ils ont appris à supporter le fait que je fais relativement peu de discipline en classe. Et je crois que l'élément principal, c'est qu'on essaie vraiment de jouer la carte de la réflexion, la carte de l'initiative. Pour moi, je dirais que l'histoire, qui est une matière que j'adore, est une discipline qui n'a pas besoin de prof. C'est-à-dire que n'importe qui peut ouvrir un manuel d'histoire et apprendre ce qui s'est passé le 14 janvier 837. C'est sans grand intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de savoir au départ pourquoi ça s'appelle le 14 janvier 837, pas autre chose. C'est de savoir comment est-ce que tel événement a été vécu dans la perspective de telle société ou de telle autre. C'est essayer d'imaginer comment les choses auraient pu se passer. C'est réfléchir aussi à des parallèles entre toujours le passé et le présent. L'intérêt principal de l'histoire pour moi, c'est que c'est une porte sur le présent. Une de mes fascinations avec l'histoire de nouveau, c'est la capacité à ouvrir la porte sur l'art, sur la science, sur la philosophie. Et c'est le fait qu'il n'y a pas de réponse absolue. Moi, ce que j'aime faire avec mes élèves, c'est ça, c'est pouvoir examiner un fait historique et prendre les différentes perspectives. Bon, parfois, je dois reconnaître que j'impose un certain point de vue qui, on dirait, le point de vue académique classique sur la chose, parce qu'au bout du compte, quand ils passeront leur examen, c'est dans cette perspective-là. Mais en réalité, la partie la plus intéressante, c'est la partie ouverte. Est-ce que ça ne redonne pas une sorte de sécurité à l'élève? Parce qu'au fond, à force de se poser toutes les questions possibles, à ce que tout soit ouvert, c'est un océan, je veux dire, qui est assez difficile à maîtriser pour des jeunes qui n'ont pas encore l'expérience et le vécu. Disons que là, le risque principal, c'est qu'ils finissent par voir dans le professeur le porteur de vérité. Donc, il est important là d'apprendre à rester en retrait. C'est pas toujours facile parce que parfois on entend des choses qui vous font réagir. Mais c'est vrai que de pouvoir se rattacher à quelque chose de plus profond, qui est lié à leur vécu intime, qui est lié à leur langue, qui est lié parfois à leur famille, c'est quelque chose d'important. Ça en aide certains effectivement à se restabiliser. Vous avez ajouté à vos tâches de professeur d'histoire et de théorie de la connaissance aussi la direction de la guidance. Parlez-moi de la guidance. La guidance, bon, c'est l'orientation au sens large, c'est-à-dire l'élève qui arrive dans l'école et qui doit choisir quelles options l'intéressent ou de quelles options il a besoin. C'est, pendant sa scolarité, réorienter quelqu'un en examinant ses résultats, mais aussi sa personnalité, son rapport aux enseignants, son rapport aux autres. Et c'est aussi, après, rechercher les meilleures carrières et études pour ceux qui veulent poursuivre des études. Oui. Bonsoir. Département guidance de l'école internationale où l'empereur Hamzavi reçoit en son royaume à toute heure du jour et de la nuit. Mais là, il
il est 10h et je suis arrivé il y a un quart d'heure, même pas. Franchement, je n'ai rarement connu, et je crois jamais connu de profs qui sont disponibles à ce point-là pour les élèves. Et ouais, on peut le déranger quand on veut, parce que je suis arrivé la semaine dernière, on est arrivé à 11h30, il était encore dans son bureau en train de travailler. À l'école Int, Luc Hamzavi est le grand responsable pour les élèves de toutes les questions d'orientation. Un conseiller, presque un mentor, qui tente par tous les moyens de répondre à chaque sollicitation. Alors dans son bureau, le défilé des élèves est permanent. Alors, bonjour. Bonjour. Who's next? Bonjour. Je sais pas, c'est justement... Bah, le seul problème avec lui, c'est que, comme on peut dire là, c'est l'homme le plus recherché de l'école. Soit il est avec des parents, soit avec des élèves et tout. Et vous voyez là, juste dehors, il y a 3 personnes qui l'attendent pour entrer. Je crois que le record que j'ai eu, ça doit être à peu près une centaine. Avec une queue qui, en fait, j'avais un bureau dans un autre bâtiment. La queue, en fait, sortait de mon bureau, descendait l'escalier et ressortait dehors. Succès incontestable à l'intérieur de l'école, mais également en dehors. Grâce à la méthode Hamzavi, certains des anciens élèves ont aujourd'hui intégré les toutes meilleures écoles mondiales. C'est le cas de Verena, scolarisée désormais au prestigieux INSEAD de Fontainebleau où la sélection est impitoyable. La jeune fille sait ce qu'elle doit à son éternel directeur de guidance. Là où M. Hamzavi m'a beaucoup aidée, c'est qu'il a toujours cru beaucoup plus que moi-même, en fait, dans ce dont j'étais potentiellement capable. Et il m'a permis d'y croire, il m'a poussé à y croire, il m'a poussé à revoir les limites que je me fixais ou les possibilités qui existaient. Je pense que tout ce que je fais aujourd'hui et que je pourrais faire plus tard, quelque part, résulte des coups de pouce bien placés, donnés pendant ces quelques années et de la présence et des bons conseils qui sont toujours d'actualité. Dans vos rapports avec les élèves, vous essayez d'ouvrir les portes, donc jamais de trancher, le moins possible. Jamais de refermer. Je pense que beaucoup d'adolescents sont en fait confrontés à la difficulté du choix, d'une part. Et ils sont aussi confrontés à des habitudes, à des systèmes qui essaient de les conditionner le plus tôt possible. Donc ils n'ont pas l'habitude de choisir et ils ne savent pas comment chercher. Et le principal, à mon avis, c'est ça. C'est de leur dire, voilà, réfléchis sur toi-même. Essaie de voir quels sont tes points forts, tes points faibles, tes intérêts. Travaille autour de ça. Moi, je trouve que le plus intéressant, le plus important à la fois pour eux et pour moi, c'est ouvrir une porte, les envoyer chercher un peu, éventuellement se perdre 5 ou 6 fois, mais revenir à chaque fois. Et puis prendre le temps de discuter, de dire pourquoi est-ce que ça c'était intéressant, pourquoi ça non. Et je crois surtout qu'il n'y a pas de réponse absolue. Pour moi, tout se ramène à chaque fois à une personne et chaque personne est différente. Et vous-même, Luc, vos attentes aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Je considère que c'est un peu miraculeux si, depuis que je fais de l'orientation, j'ai réussi à suivre leur évolution. Et la seule inquiétude qui me taraude parfois, c'est ça. C'est est-ce que je serai capable, jusqu'à l'âge de la retraite ou au-delà, de rester à l'écoute, avec la même capacité, on va dire, d'attention, éventuellement d'empathie, mais surtout à trouver des réponses. Ça nécessite un don total de soi en termes de temps, Luc. C'est un de mes grands défauts. La conséquence pratique immédiate, c'est que je suis très facilement en retard. La conséquence moins immédiate, c'est que j'ai probablement une vie sociale qui s'est beaucoup réduite, mais j'adore ce que je fais. Et quand quelqu'un me dit « Ah, voilà, c'est ce que je voulais », ou bien « Grâce à vous, j'ai progressé », ou quand il le laisse entendre, en tout cas, ça n'a pas besoin d'être explicite, pour moi, c'est la plus grande satisfaction. D'où vous vient tout cet amour des autres? La première réponse qui me vient à l'esprit, c'est de l'amour que j'ai reçu. Ensuite, du fait que j'ai eu la chance dans ma vie qu'on me donne des chances, des opportunités, et que je trouve que c'est important d'offrir d'autres opportunités aux autres. Vous avez le sentiment d'un renvoi d'ascenseur, en quelque sorte? D'une certaine manière, oui. Sans prétendre révolutionner l'univers, il y a une petite touche qu'on peut apporter, une petite contribution, et si cette contribution est reconnue par ceux qui en sont les destinataires, eux-mêmes vont pouvoir la colporter un peu plus loin. Et j'espère que ça contribue à améliorer la situation générale. Ça contribue à créer un groupe de gens qui sortent d'ici et qui se disent oui, c'est vrai, on peut être à la fois compétitif et humain, et on peut être à la fois sérieux et respectueux. Et je pense que s'ils réunissent toutes ces qualités, s'ils deviennent plus mûrs, plus responsables que la moyenne,
ils vont pouvoir contribuer à améliorer la situation, on va dire, du monde en général, pour être prétentieux. Alors merci Luc pour ce message d'espoir et puis surtout d'amour, tout cet amour que vous répandez sur vos élèves. Et encore une fois, monsieur le professeur, on aimerait beaucoup vous cloner. Merci à vous.